Ouais, bonjour. Bonjour. Ah, attends, C'est là la cape. c'est là. Bonjour Monsieur Duru. C'est moi qui vous ai contacté pour la conférence. OK. J'aimerais bien qu'on teste les diaporamas. Est-ce Oui. que vous pouvez essayer de projeter une de vos diapos pour vérifier que... Oui, alors, faut me donner le droit du partage d'écran, parce que je ne l'ai pas actuellement. Ça y est, c'est bon. C'est normal parce qu'il n'est pas sur le Zoom, donc c'est normal qu'on ne voit pas. Donc là, c'est Il faut connecter là. Ouais. Alors, c'est bizarre, ça ne marche pas. Pour l'instant, on voit. Monsieur le lumière, attendez. C'est bizarre. D'habitude, avec Zoom, il n'y a pas de problème. Bon, je vais arrêter le partage, je vais le remettre. Voilà, très bien. Vous voyez quelque chose? Oui, on le voit là. Et moi, je ne vois rien. Ah mince. Ah, ça m'est jamais arrivé, ça. Du coup, les gens le voient et nous, Il faut pas. Alors, moi, je ne l'ai pas. là, c'est mal mis. Bon, je vais quitter, je vais passer, parce que là, je suis sur Google Chrome. Je vais quitter, je vais remettre ailleurs, OK? D'accord. Ok, d'accord. Vous l'avez fait, on passe. On va passer l'écran. De toute façon, les gens, ils vont voir comme nous, ils vont voir son écran entier, c'est juste pour les gens qui s'y sont. Ok. Nous, on parlera, ouais. C'est bon, tout le monde voit. Mais là, vous voyez quoi? Vous voyez… Là, on voit les mails qu'on s'est Ah oui, les envoyés, mails. que nous Ah oui. avons échangés. Oui, mais donc, ça ne marche pas. Mince. Je recommence. Voilà. Non, toujours pareil. C'est mince. Est-ce que vous voulez nous envoyer votre diaporama pour que l'on puisse le projeter nous-mêmes? Oui, alors, le problème, c'est gros. Donc, je fais ça par gros fichier. Alors, je fais ça tout de suite. D'accord. Tu peux enregistrer là, mais ça c'est bien, ça c'est bon. Ouais. On mettra ce on prendra notre ordinateur qui va aller à la suite. Bon, ça va prendre 7-8 minutes. Hein. Ah, d'accord, pas de souci. Donc, je prépare le mail. Donc, je vais vous quitter. Je vais encore essayer autre chose. Sinon, mais je vous l'envoie. Hein. D'accord. Merci.
Non, oui. Ouais, c'est bizarre. Oui, non, c'est normal. Il suffit de quelque chose qui est de nouveau projeté pour cette personne, c'est un cercle. Ouais, là, c'est 5 écrans. Ouais, c'est ça. Parce que la fois qu'on est plein à avoir essayé, du coup, elle essaie de nous retrouver qui était le dernier. Ah, mais là, ça marche. Là, on voit vos diapos. Ah oui. Oui, ça va être trop bien. Ça va être super intéressant. Ah ben parfait. Merci. Voilà, en tout cas, nous, on voit bien vos diapos. J'espère que vous les voyez aussi quand vous les projetez. Voilà. Ah, parfait, merci pour l'envoi. Là, ça fonctionne bien quand on vous les projette. Ah, vous l'avez reçu déjà? Ah oui, là, on l'a reçu et ça marche. On a testé de les projeter et tout va bien. Et je ne comprends pas parce que je ne vous les ai pas envoyés encore. Ah bon? Antoine? Non, c'est Ah, le partage d'écran. vous avez fait un partage d'écran. Oui, oui. Ah. Ah oui, là, on les voit. Voilà. Donc, vous m'entendez, vous les voyez? Oui, oui, on les voit et on vous entend, oui. Bon, donc, parce que je n'ai pas encore envoyé le fichier, ça demandait 7-8 minutes. Hein. Donc, c'est mon partage d'écran. Ben, finalement, je suis reparti sur une autre plateforme. Enfin, j'ai quitté, je suis parti sur Firefox. Quoi. Ça ne marchait pas avec Google Chrome. D'accord. Donc, vous voulez partager vous-même vos diapos, alors vous les voyez bien? Oui. Ah, je vois bien, c'est parfait, moi. Ah, tant mieux alors. Super. Il y a un petit stress là, voilà. Mais... Voilà. Et donc, maintenant. Donc, concrètement, comment ça se passe? Comment ça va se passer? Tout d'abord, on va vous présenter la conférence. Ensuite, vous allez parler. Ensuite, on va dire, maintenant, c'est au tour d'Anthony Fardet. Anthony Fardet va présenter sa partie. Qu'est-ce qui commence en premier? C'est vous qui commencez en premier. D'accord, ok. Voilà. Okay. Ensuite, et vous me dites, vous me rappelez combien de temps? Environ 20-25 minutes. Ok, ouais, ça va. Parfait. Et après, on aura un temps d'échange avec les participants. Vous et Anthony Fardet, vous répondrez aux questions. Et après, on aura un petit quiz de 13 questions que les participants y feront et on aura de l'eau pour les 2 premiers. On aura un bon pour un restaurant pour 2 personnes et un atelier cuisine. Et voilà. Ah, et Anthony Fardet vient de se connecter, donc on va tester avec lui aussi que ces diapos, elles fonctionnent bien. Bonjour. Bonjour, monsieur Fardet. Est-ce que vous pouvez essayer de connecter vos diapos de projeter vos diaporamas pour vérifier que tout fonctionne? Oui, d'accord.
c'est bon, on voit très bien. Ouais. Et vous? Oui, c'est bon. Parfait. Merci, parfait. Et donc, je vais vous re-expliquer brièvement comment ça va se passer. D'accord. Donc, tout d'abord, on va vous présenter pendant quelques minutes. Ensuite, Michel Duru va parler entre 20 et 25 minutes. Après, on va conclure et dire qu'on passe à vous. Ensuite, vous allez parler entre 20 et 25 minutes, pareil. D'accord. Après, il y aura un temps de questions-réponses avec les participants. Et enfin, on aura un petit quiz de 13 questions pour vérifier ce que les participants, ce que ça leur a apporté. Et on a un lot pour les 2 premiers. Donc, on a un bon pour un restaurant pour 2 personnes et un atelier cuisine. Voilà. D'accord. C'est quoi comme restaurant? Parce que comme avec le confinement, c'est pas évident. Oui. Plus tard. Oui, c'est vrai, mais pour les lots, ils seront valables un peu plus tard, oui, quand les restaurants seront ouverts. Et pour l'atelier culinaire, il peut être sur Zoom aussi. Donc, c'est pas obligé que les participants se déplacent sur place, ça peut être à distance. Mmh. Voilà. Super, merci. Donc, vous rappelez qui vous êtes des étudiants et étudiantes? Ah oui, on est des étudiants en 3e année en Oui. bachelor diététique et nutrition humaine et sportive à l'EDNH de Montpellier. Et tous les ans, on organise un salon de la nutrition et pendant lequel on fait des ateliers, des conférences. Et c'est sur 3 journées. Donc, on a une journée pour les enfants, une journée pour les professionnels et là, le samedi, une journée pour le grand public. Voilà. D'accord. Et vous attendez combien de personnes à peu près? Pour le moment, on a une 30aine de personnes qui sont inscrites. En live. Après, on a quelques personnes qui sont en présentiel qui ont pu se déplacer. Voilà. Et une petite précision, parce que quand vous ne parlez pas, vous pourrez couper votre micro et nous aussi, on coupera notre micro quand vous présenterez. Ah oui, bien sûr. Ouais. Merci. Merci. Voilà. Voilà, ben là, on attend que les personnes se connectent et à 10h, ben, on commencera. D'accord, bah, je vais me prendre un petit café en attendant. D'accord, parfait. Et confiance, tu gères. Oui. Bon, je viens de te faire la deuxième partie. Non, toi, je te vois mieux. C'est ce que je te dis. Ah oui, tu fais le début. Ah oui, pardon. Tout ça, tu commences vraiment, mais je suis. Je vois le cours. Non, je peux pas trouver. Pourquoi tu as fait ça? Au pire, s'il y a des trucs que tu me dis, moi je te dis, dans ma phrase, ça sera fait, il faut juste penser à tes titres qui sont. C'est toi qui as et qui a fait ça. C'est moi qui. Non, c'est juste une pense. Ok. Michel, tu vois comme il va passer en premier. Donc je dis, il y aura une première présentation d'une vingtaine de minutes de Michel Duru, qui est spécialisé dans le
les téléphones. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être présents et merci à Anthony Fardet et à Michel Dureux pour leur participation à cette conférence. On portera sur les enjeux fondamentaux de l'alimentation durable. Le docteur Michel Dureux est un ingénieur agronome. Ses recherches portent sur l'agriculture, la culture et l'élevage et l'environnement. Il est spécialisé dans les systèmes de production et l'agroécologie. Il travaille actuellement sur la transition agroécologique des systèmes alimentaires. Et pour cette conférence, il nous parlera des clés pour comprendre et accompagner la transition vers une alimentation durable. Merci Maria pour cette présentation. Donc, je me présente, je suis Sacha Garanton, donc également organisatrice du Salon de la nutrition de Montpellier. Aujourd'hui, nous avons aussi Anthony Fardet qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. C'est un chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Il nous parlera des régimes durables, de son approche holistique avec les règles des 3V. Donc, bien sûr, il détaillera tout ça lors de cette conférence. Il parlera également du poids d'alimentation fondé sur les aliments ultra transformés, mais également pour la santé et sur l'environnement. Et puis, il reviendra sur l'activité sanitaire en relation avec les aliments ultra transformés, puisqu'il s'agit en fait d'un mot-clé dans son professionnel. Surtout restez attentifs parce qu'à la fin de cette conférence aura lieu un quiz auquel vous pourrez remporter un lot pour les deux gagnants. Donc restez bien connectés et nous vous souhaitons une très bonne conférence. Nous laissons la parole à Anthony Fardet et à Michel Dureux. Et puis à la fin, nous répondrons à toutes les questions nécessaires. Merci à vous. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme il a été dit, je suis agronome. J'ai beaucoup travaillé sur les prairies et l'élevage. Et durant la fin de ma carrière, j'ai commencé à m'intéresser aux relations entre le triptyque de l'INRAE. Donc, l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. Et ce triptyque, c'est agriculture, alimentation, environnement, pour la santé, donc pour la santé humaine, et aussi pour la santé des écosystèmes. Et à ce titre, j'ai lancé ce qu'on appelle un domaine d'innovation sur la transition agroécologique des systèmes alimentaires. Donc, ça va de l'agriculture à l'alimentation. Donc, Anthony va surtout vous parler un petit peu d'alimentation, donc après, la sortie de la ferme, et moi, je vais vous parler de l'amont. Alors déjà, en 2 mots, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation durable? Eh bien, ça contribue à la sécurité nutritionnelle alimentaire pour une vie saine, pour nous-mêmes et les générations futures. Ça a des faibles conséquences sur l'environnement et ça contribue à protéger, à respecter la biodiversité et les écosystèmes. Et c'est nutritionnellement sain et sûr. Ça permet d'optimiser les ressources naturelles. C'est culturellement acceptable et économiquement équitable et accessible. Et donc ça fait partie des objectifs à la fois de la FAO et de l'Europe. 2 mots sur l'Europe. Ça veut dire concrètement, il y a un engagement à réduire de 50% les usages de pesticides et des antibiotiques en élevage, de réduire au moins de 50% les pertes de nutriments, je pense surtout à l'azote et au phosphore, donc qui polluent les eaux, les sols et l'air. Et puis, il y a l'enjeu de passer à au moins 25% des terres agricoles de l'Union européenne en agriculture biologique. Donc, ce sont des objectifs ambitieux. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les stratégies qui vont être mises en œuvre sont à la hauteur de ces ambitions? Donc, 5 fois 4 minutes, je vais parler un petit peu du contexte général. Ensuite, de la diversité des agricultures, de la diversité des élevages. Ensuite, je vais montrer en quoi les produits animaux sont au cœur des enjeux de santé et d'environnement. Et je terminerai par une synthèse sur ce que j'appelle la santé globale pour écrire ce que j'appelle un futur désirable. Alors,
si je me place au niveau mondial avec un peu de recul, les systèmes alimentaires, donc ça va de l'agriculture à l'alimentation, il y a au moins une dizaine de grands impacts. Vous les connaissez tous. La dégradation des eaux et des sols, la déforestation, l'épuisement des ressources, le pétrole, mais aussi le phosphore en agriculture, le changement climatique, le déclin de la biodiversité, les zoonoses comme celles que nous vivons actuellement, l'antibiorésistance, 25 000 morts en Europe par an, et les maladies chroniques, diabète et autres, c'est 2 milliards d'habitants sur la planète, plus que la malnutrition, 800 millions. Le changement climatique est central. La grande question, c'est ce qu'on va arriver à respecter l'objectif de ne pas dépasser à 2,5 degrés. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces crises, en fait, sont une grande crise. Elles sont interconnectées. La déforestation contribue au changement climatique. Le changement climatique contribue au déclin de la biodiversité. Le déclin de la biodiversité sous les tropiques contribue à l'émergence des zoonoses comme le Covid. Et les formes graves de la zoonose sont dues aussi aux maladies chroniques et aussi à l'antibiorésistance. Donc, tout est lié. De même, il n'y a pas un facteur et un impact. Donc, sur la dizaine d'impacts que j'ai décrits, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il y a bien sûr une importance de notre environnement au sens large, il y a une importance de qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on mange, donc Anthony en parlera plus largement. Il y a tout ce qui concerne la distribution, la transformation, et aussi l'agriculture. C'est sur quoi je vais insister. Alors, pour bien cadrer les choses, pour le changement climatique qui est essentiel, vous avez ici pour la France, sur le graphique de droite, les émissions en équivalent de tonnes d'équivalent CO2, 580 millions en 1990. En 25 ans, tous les efforts des acteurs économiques de la recherche ont réduire de 0,5% par an ces émissions globales. Mais pour 2050, pour tenir les objectifs, il faut aller 9 fois plus vite. Il faut que les améliorations soient de 4,5% par an. Et pour l'agriculture et l'alimentation, les émissions de gaz à effet de serre qui sont en équivalent gaz carbonique de 100 millions, il faut les ramener à 50. Est-ce que pour autant, on va devoir manger 2 fois moins? Non, je vous rappelle qu'il y a des pistes de sortie que je vais proposer. Et pour le graphique de droite, sous la barre d'abscisse, donc en négatif, vous avez le carbone qu'il faut stocker, séquestrer dans les sols pour parvenir à l'équilibre entre ce qui est émis et ce qui est stocké dans le sol. Et l'agriculture, elle va avoir aussi un rôle clé. Donc l'agriculture, c'est à la fois nous nourrir, mais aussi c'est contribuer à des externalités qu'on appelle positives, notamment séquestrer du carbone dans les sols. Alors quand on parle d'agriculture, au sein du système alimentaire que vous avez en haut, c'est-à-dire de la culture jusqu'à l'alimentation, on parle souvent de choses négatives, bien sûr. On parle de l'impact sur les ressources, ça consomme de la terre, de l'eau, de l'énergie, et ça a un impact sur les écosystèmes. Ça contribue, on l'a vu, au changement climatique, à la pollution des eaux, à l'émission de particules fines, à la toxicité pour les organismes vivant dans l'air, dans le sol, et à la toxicité humaine, notamment avec les résidus de pesticides. Mais l'agriculture peut aussi fournir des services environnementaux à la société, justement en séquestrant du carbone, comme je viens de le dire, en améliorant la qualité de l'eau, en atténuant naturellement les effets des pesticides, et en stabilisant les sols, donc en évitant l'érosion, et en améliorant la valeur nutritive des produits. Et donc, c'est bien l'ensemble de ce qui est négatif en rouge et positif en vert qu'il faut considérer. Et pour cela, on a 2 grands types de leviers à activer pour réduire les impacts et augmenter les services. C'est en agriculture, donc pour les cultures, les plantes, c'est faire avec la nature, c'est ce qu'on appelle l'agroécologie. Et en élevage, et pour ce qui concerne la consommation de protéines animales, il en faut absolument moins, mais de meilleurs produits animaux. Et on verra comment on peut mobiliser ces connaissances pour écrire un futur désirable pour une alimentation durable. Alors, du milieu où vous êtes, quand on parle d'agriculture, je pense que vous avez en tête l'agriculture chimique conventionnelle et l'agriculture biologique. Et souvent, on les caractérise par les impacts. En gros, le bio, c'est mieux, et puis l'agriculture conventionnelle, c'est moins bien. Alors, ce que je vais faire, je vais à la fois parler des impacts, bien sûr, mais je vais revenir aussi sur les services. Parce que quand on évalue les agricultures, il faut à la fois regarder les impacts et les services. Alors, pour faire ça, je vais essayer de dire simplement
il y a une petite révolution qui s'est faite dans le monde académique depuis une dizaine d'années, c'est de dire que pour faire pousser des plantes, le blé par exemple, eh bien, il y a deux grandes manières. D'une part, il y a celle que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on met des engrais, on met des pesticides pour protéger les plantes des bioagresseurs ou des mauvaises herbes, et on utilise les technologies pour mettre le bon produit au bon endroit, au bon moment. Et ça permet effectivement de réduire les impacts. Mais beaucoup de recherches montrent que ce n'est pas suffisant. L'autre manière de faire pousser les plantes, eh bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la biodiversité. Qu'est-ce que c'est concrètement? Par exemple, c'est utiliser des légumineuses, donc des plantes qui fixent l'azote de l'air, comme les lentilles, et qui vont permettre d'éviter de mettre des engrais azotés de synthèse. C'est par exemple favoriser le gîte et le couvert d'auxiliaires des cultures, les coccinelles par exemple, qui vont permettre de lutter naturellement contre les pucerons. C'est par exemple mettre entre deux cultures des radis fourragers qui vont avoir un enracinement profond, qui vont structurer le sol et qui vont permettre d'éviter de labourer le sol. Donc, je vous donne que 3 exemples. Et ce type d'agriculture qui repose sur la biodiversité, d'une part, ça permet de réduire les intrants de synthèse qui font problème pour notre santé et l'environnement, donc les pesticides et les engrais, mais ça fournit aussi des services à la société, que j'ai déjà cités, par rapport à l'eau, au climat, aux pesticides, parce qu'on a notamment beaucoup enrichi le sol en matière organique. Quand on parle d'agriculture aussi, il faut savoir si elle est ancrée dans les territoires. C'est la partie droite de la figure, ce qu'on appelle l'économie circulaire, où il y a du recyclage, des complémentarités. Ou au contraire, est-ce qu'on est basé sur une intensification à outrance avec des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'on fait des grandes exploitations, et des économies d'agglomération, c'est-à-dire qu'on spécialise les régions, on spécialise le monde. Par exemple, l'huile de palme en Indonésie, le soja au Brésil, et les céréales en Europe. Ou bien au contraire, est-ce qu'on cherche à recréer une diversité dans les territoires? Et à partir de là, je vais définir 3 grands types d'agriculture. Donc c'est sans doute plus large que ce que vous connaissez. En bas à gauche, on a les agricultures technologiques, on appelle l'agriculture raisonnée. On reste sur la caractéristique majeure de l'agriculture actuelle, un nombre très limité de cultures. Hors prairie, actuellement, 4 cultures occupent 95% du territoire français, 4 cultures annuelles. Le blé, le tournesol, le colza qui sert aux biocarburants et le maïs. Et la voie de progrès, c'est utiliser les technologies pour réduire les intrants qu'on va mettre. Alors, on peut améliorer ces agricultures, par exemple, en faisant de la méthanisation avec des cultures, pour qu'on rentre un petit peu dans l'économie circulaire. Ensuite, il y a en haut à droite ce que vous connaissez, l'agriculture biologique. Donc, on n'utilise pas d'engrais de synthèse et pas de pesticides de synthèse. Et généralement, c'est basé sur les services que fournit la biodiversité, c'est-à-dire l'utilisation de légumineuses pour ne pas mettre d'engrais. Et vous voyez des paysages beaucoup plus complexes pour profiter de ce qu'on appelle des interactions biologiques en vue de produire sans mettre d'intrants de synthèse. Et puis, on a en haut à gauche une 3e forme d'agriculture, qui est l'agriculture de conservation des sols, qui repose sur une diversification des cultures, ce qui n'est pas le cas en bas, un arrêt de travail du sol, ce qui favorise la biodiversité dans les sols, et puis une couverture permanente du sol, ce qui permet de séquestrer du carbone et de le stocker dans le sol. Voilà les grands principes. Mais ce type d'agriculture n'exclut pas l'utilisation d'intrants de synthèse, à savoir de l'engrais azoté fabriqué chimiquement, et des pesticides. Mais il en utilise moins que l'agriculture du bas. Et puis on peut en avoir encore des formes emblématiques qui n'existent qu'à l'état anecdotique actuellement. C'est l'agriculture biologique de conservation des sols, donc qui mélange, qui combine les atouts des 2 types d'agriculture que je viens de décrire. Alors, qu'est-ce que c'est en France ces types d'agriculture? Il ne faut pas oublier qu'en dehors de ce que vous voyez en France, c'est que la France importe énormément de produits, et notamment pour les animaux. On importe l'équivalent de 10% de notre surface française avec du soja pour nourrir les animaux. Et les systèmes de culture qui sont notamment au Brésil et en Argentine, du point de vue de l'environnement, sont pires que ceux qu'on observe en Europe, que ce soit pour le soja ou l'huile de palme. Mis à part cela, l'agriculture biologique, c'est 15% des exploitations agricoles et moins en termes de production. Et l'agriculture de conservation des sols, c'est que 4%.
Donc, en gros, on a 20% des exploitations agricoles qui sont dans l'agroécologie, le haut du schéma, et le reste, c'est dans l'agriculture conventionnelle. J'ai fait une évaluation de ces 3 types d'agriculture. C'est le graphique radar araignée que vous avez sur la droite. Donc, en rouge, c'est l'agriculture raisonnée qui était en bas à gauche. En haut à droite, en vert, c'est l'agriculture biologique. Et en bleu, c'est l'agriculture de conservation des sols. Sur la partie droite de l'araignée, vous avez les impacts, donc ce qui est négatif. Et plus on a à l'extérieur de l'araignée, meilleur c'est, moyen d'impact. Et sur la partie gauche, vous avez les services à la société. Et plus on a à l'extérieur de l'araignée, meilleur c'est. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en 2 mots? Eh bien, c'est que pour les impacts, il y a des forces et des faiblesses des 3 types d'agriculture. Par contre, lorsqu'on regarde les services à la société, je rappelle, c'est quoi? C'est régulation du climat, stabilisation des sols, et c'est aussi la valeur nutritionnelle des produits. Il y a toujours un avantage au bleu, l'agriculture de conservation des sols, et l'agriculture raisonnée. Donc la leçon de ça, c'est que si, comme dans certains milieux académiques ou dans les journaux, on ne compare les agricultures que pour un seul critère, on va favoriser ou non telle agriculture. Par exemple, si vous prenez les gaz à effet de serre, ça va être donc moins d'émissions, moins d'impact, ça va être meilleur pour l'agriculture conventionnelle et ça va être moins bon pour l'agriculture biologique. Donc, il faut regarder l'ensemble de ces critères. Et une alimentation durable, elle doit privilégier les aliments issus d'une agriculture agroécologique, donc pas le rouge, mais le vert ou le bleu. Maintenant, l'élevage. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'élevage et l'excès de consommation de protéines animales ont de forts impacts environnementaux. Et que l'élevage, en plus, utilise des surfaces qui pourraient servir à autre chose. Alors, en 3 figures, l'élevage. En haut à droite, c'est la carte de l'Europe. Plus, il y a une forte densité animale. Et ça, une forte densité d'animaux par hectare, par région, c'est la pollution assurée, c'est les marées vertes en Bretagne. Sur le camembert à gauche, vous avez la surface de la France. En vert, ce sont les prairies, en jaune, les céréales, et le reste, ce sont le colza, le tournesol. Donc l'élevage utilise tout ce qui est vert, et il utilise la moitié de ce qui est à droite. Donc l'élevage en France, c'est 2/3 de la SAU et 2/3 des émissions de gaz à effet de serre. Et sur le graphique en bas à droite, vous avez les gaz à effet de serre. Presque la moitié, c'est le méthane, ce sont les vaches. Et l'autre moitié, le vert, c'est essentiellement le protoxyde d'azote, c'est une émission d'azote dans l'air, un gaz à fort pouvoir de réchauffement global. Et ça, c'est les déjections animales encore et les engrais azotés. Le CO2, c'est rien du tout. Le fioul des tracteurs, c'est rien, moins de 10%. Donc pareil, il y a plusieurs formes d'élevage. En bas à gauche, ce sont les élevages intensifs, spécialisés. On peut faire de la méthanisation pour récupérer de l'énergie à partir des déjections, et ça, c'est tout bénef. Vous avez l'agriculture biologique, l'élevage biologique ou herbagé. Et puis, on a l'élevage agroécologique aussi, qui n'est pas forcément biologique. Et je cite comme exemple la marque Bleu Blanc Cœur. Ça consiste en quoi? 2 choses. Premièrement, donc ça n'exclut pas les intrants de synthèse. Mais premièrement, il y a ajout de lin à la ration des animaux, quels qu'ils soient. Et ça permet d'avoir des produits animaux, les œufs, la viande, le lait, les fromages, à très forte valeur nutritionnelle, notamment qui contiennent 2 à 3 fois plus d'oméga 3, un acide gras indispensable pour lequel 95% d'entre nous sommes déficitaires. Et puis, dans les pratiques, il est interdit d'utiliser maintenant le tourteau de soja importé et on remplace la complémentation des animaux, au lieu que ce soit du soja importé avec déforestation, c'est avec des légumineuses françaises cultivées en France. Et vous avez vu tout à l'heure que les légumineuses ont de nombreux impacts positifs sur l'environnement. Elles rendent des services. Et puis, on peut combiner cette filière bleu blanc cœur au bio. Alors, qu'est-ce que ça représente sur le marché? Le lait bio, c'est 3,5% du lait en France. Et le lait à l'herbe, c'est à peu près 1/3 de la production. Quant à la marque Bleu Blanc Cœur, c'est 2 à 10% des productions animales. Vous vous déplacez sur la droite, donc l'araignée, toujours pareil, les impacts à droite, et plus on est à l'extérieur, mieux c'est, et les services à la société à gauche. Pour les impacts, comme tout à l'heure, vous savez, les courbes sont mélangées.
Donc, si on privilégie un impact, on va dire que telle forme d'élevage est meilleure que l'autre. Par contre, lorsque vous regardez les services à la société, l'élevage raisonné classique, c'est-à-dire 90% des élevages, enfin 80-90% d'élevage, c'est le moins bon. Et les élevages biologiques ou la filière bleu blanc cœur sont toujours les formes d'élevage qui fournissent le plus de services à la société en termes d'environnement, en termes de nutrition et de santé. Donc, une alimentation durable, elle doit privilégier les produits animaux issus des élevages minimisant les impacts et maximisant les services à la société. Alors, les produits animaux, vous avez vu, c'est mon domaine de compétence, sont au cœur des enjeux de santé et d'environnement. Pourquoi? Quand je compare les protéines fournies par les légumineuses, en bas à gauche, à celles fournies par la viande rouge, ou bien par le poulet et le fromage, les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kilos de CO2 par 100 grammes de protéines, sont 3 à 10 fois plus supérieures pour les produits animaux que pour les produits végétaux. Ce n'est pas la virgule, ce n'est pas la décimale, c'est 3 à 10 fois plus. Même figure, mais ici en abscisse, c'est le nombre de mètres carrés nécessaires pour produire ces 100 grammes de protéines. Et les écarts entre les sources de protéines varient de 1 à 50. Donc en gros, pour la viande rouge, en France, il faut 15% de plus de surface. Quand je regarde maintenant un régime alimentaire, combien de gaz à effet de serre émettons-nous en équivalent CO2? Vous voyez, ça va jusqu'à 1600 kg par an. C'est le régime moyen observé en France, 1,5 kg par jour, avec de grandes variabilités au sein de la population. Ce qui est en bordeaux et rouge, c'est la viande. Ce qui est en bleu, ce sont les laitages. Et vous voyez que les produits animaux, c'est plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre pour un régime alimentaire français moyen. Les recommandations pour la santé, ce qui s'appelle ici régime 1K2 ANC, on réduit un peu la viande et on réduit un peu les gaz à effet de serre. Mais quand on est sur un régime de type méditerranéen, où on ne surconsomme plus de protéines et on renverse l'équilibre entre protéines animales et protéines végétales, on passe de 2 tiers animal à 1 tiers animal, on peut diviser presque par 3 les émissions de gaz à effet de serre de notre alimentation. Donc on a un pouvoir considérable au travers de nos choix alimentaires. Et donc une alimentation durable, ça nécessite de consommer moins de protéines animales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, c'est gagnant-gagnant, puisque c'est un régime qui est bon, voire meilleur pour la santé. J'ai repris ici une étude, l'enquête Nutrinet Santé, réalisée par l'INRA et INSERM, et j'ai comparé 3 régimes. En bleu, c'est le quintile médian. Donc en gros, on consomme 1,3 g de protéines par kilo de poids corporel, 22 g de fibres. En rouge, j'ai mis celui qui est le moins bon pour l'environnement. Donc on consomme encore plus d'1,5 g de protéines par kilo de poids corporel et 16 g de fibres par jour. Et en vert, j'ai pris le quintile, donc le 5e de la population enquêtée, qui a le meilleur régime pour la santé et l'environnement. C'est 1,1 g de protéines par kilo de poids corporel et 33 g de fibres. Vous regardez le graphique radar, il n'y a pas photo. Le régime moyen, bon, il est intermédiaire, mais vous voyez l'écart entre le rouge, le régime du 5e de la population enquêtée, qui est le moins bon, et le vert, qui est le 5e. Sur la partie droite de la figure, vous avez 2 indicateurs santé qui sont différents. Et le classement des 3 régimes alimentaires est le même. Et en bas, j'ai comparé les émissions de gaz à effet de serre. Donc, elles sont de 6 kg par jour en équivalent CO2 pour le 5e de la population qui était le moins bon. Et elles sont moins de la moitié. Donc, c'est comme si vous rouliez, en gros, certains, par leur alimentation, roulent en Mercedes et d'autres roulent en, je sais pas, en Citroën, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin les C2 par exemple. Et ceux qui roulent en C2, du point de vue de l'environnement, c'est meilleur pour leur santé. Le même, pareil, pour le nombre de mètres carrés pour se nourrir par jour, vous voyez l'écart qu'il y a. Et ça, c'est encore une étude simplifiée. Ce que je mets en bas à droite, en jaune, ces études ne tiennent pas compte des effets des modes d'élevage sur l'environnement et la composition des produits. Par exemple, les élevages bleu blanc cœur dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a 15% de gaz à effet de serre en moins et il y a une composante nutritionnelle en plus, notamment au travers des antioxydants des produits animaux et au travers
des acides gras qui n'est pas pris en compte. Donc, on pourrait encore creuser les écarts par des choix alimentaires judicieux. Je n'ai pas le temps de détailler, ça sera des questions sur le bio, je vois que le temps passe, ça sera aussi sur, vous savez actuellement, vous connaissez les étiquetages, donc vous connaissez le Nutri-Score, Anthony, je pense, vous parlera de la méthode SIA. Il y a un éco-score, donc environnemental, qui est en train de monter en puissance. Pour dire que par rapport aux grandes différences de façon de produire du blé, de produire de la viande, du lait, et de s'alimenter, il faut travailler avec l'ensemble des acteurs du système alimentaire, de l'agrofourniture jusqu'à la consommation avec tous les intermédiaires. Et que ça introduit 3 grands types de changements et qu'on peut les fédérer au travers du concept de santé globale, santé du sol, santé des plantes, santé des animaux et de l'homme, bien sûr, et santé de la planète. Et que les 3 grands types de changements à faire, c'est l'agroécologie. Donc, c'est de passer de systèmes sur la droite, en haut, à gauche, à droite, qui sont des systèmes simplifiés. Et l'idée qu'il faut retenir, c'est que chercher à améliorer ces systèmes simplifiés n'est pas suffisant par rapport aux enjeux actuels. Il faut aller vers l'agroécologie, c'est-à-dire c'est produire par la santé du sol et des paysages. Le deuxième grand changement, je prends l'exemple du système soja, qui à la fois déforeste et conduit aux algues vertes. Il faut, reterritorialiser l'agriculture et avoir une plus grande circularité des produits et des aliments. Et puis, il faut changer de régime alimentaire, donc j'appelle ça de type méditerranéen. En gros, on inverse la pyramide alimentaire par rapport à ce qu'on fait actuellement. Il faut penser la santé, l'alimentation, non pas uniquement en termes d'équilibre nutritionnel, mais en termes de microbiote intestinal. C'est une manière de fédérer les connaissances dont on dispose, mais je n'ai pas le temps d'en parler là. Et pour ça, c'est complexe. En agriculture, passer de l'agriculture simplifiée, technologique, à l'agroécologie, on manque de connaissances, c'est plus compliqué. Et puis, il y a un retard de rendement pour les nouvelles cultures qu'il faut développer parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'efforts de recherche et développement. En bleu, ça suppose un changement dans les acteurs économiques. Les coopératives agricoles, elles doivent rediversifier les cultures. Par rapport à l'agroalimentaire, c'est contraire aux stratégies de certains groupes. Et puis, ce n'est pas simple, ça demande des plus grandes coordinations entre les acteurs de la production, de la transformation, de la distribution. Et côté alimentation, ça suppose de changer ses habitudes alimentaires. Ce n'est pas simple. Ça suppose de faire la cuisine chez soi plus qu'on ne le fait. Et ça suppose de refondre la restauration collective. Et donc, il faut des changements dans les politiques publiques. Il faut qu'elles soient plus préventives et systémiques. Actuellement, c'est une honte pour la France, le monde et l'Europe. Quand on parle de la Covid, on ne parle que de masques et de vaccins. On ne parle pas de prévention pour l'alimentation, alors qu'une bonne alimentation renforce notre système immunitaire. Et donc, il nous faut écrire un récit qui nous montre les relations entre la santé des hommes, des plantes et la santé des habitats, c'est-à-dire de la planète et de la Terre. Et puis, il nous faut, pour les acteurs économiques, une production et un marketing plus responsables, un investissement qui prenne en compte les impacts environnementaux et sociaux. Et donc, il faut aussi changer son alimentation, parce que changer son alimentation, vous, moi, dans les collectifs où vous êtes, ça permet d'orienter l'agriculture. Vous avez vu que les formes d'agriculture et d'élevage sont très différentes. La difficulté, c'est de savoir se repérer dans les labels, parce que souvent, le consommateur ne connaît que le bio et le conventionnel. Et vous avez vu que c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche, et qu'il y a des marges de progrès qui vont un petit peu au-delà du bio. Voilà, donc si ça vous intéresse, il y a un terme plus positif qui résume tous ces aspects. Je veux insister que, je cite l'OMS, que la santé, c'est la traduction de la qualité de la relation entre l'être humain et son écosystème, j'espère que vous en avez persuadé, et que tout est lié. C'est-à-dire que le changement climatique, les maladies chroniques, et même les épidémies, les pandémies, et leur degré de gravité, c'est vraiment lié à notre système alimentaire. Je vous ai fourni quelques clés pour comprendre. Bon, Anthony va poursuivre. Merci pour votre attention. Alors. Je partage. Tout le monde m'entend bien? Vous me dites si je ne parle pas assez fort. Donc, merci Michel. Donc, moi, je vais vous parler plutôt maintenant de l'aval. Donc, vous aurez compris que la dimension durabilité est une dimension émergente depuis une vingtaine d'années, depuis le début de ce siècle, et à prendre en compte aujourd'hui dans le métier de diététicien. Et je vais aussi vous parler d'une deuxième dimension émergente qui va être aussi importante à prendre en compte
dans le métier de diététicien, c'est le degré de transformation des aliments. Donc, degré de transformation et durabilité sont de nouvelles dimensions pour caractériser la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. Je suis chercheur en alimentation préventive, durable et holistique. Les 3 mots sont importants. Préventif, c'est faire que vous viviez longtemps en bonne santé, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, puisqu'on est en bonne santé que jusqu'à 63,5 ans. C'est le dernier chiffre qui a été sorti en 2018. Et on vit ensuite 20 ans en mauvaise santé, de manière statistique, c'est-à-dire atteint d'une affection longue durée. Durable, Michel vous en a parlé. Je vais vous en parler un petit peu aussi, présenter mes travaux sur la règle des 3V. Et holistique, c'est important parce que c'est ce qui caractérise moi mon approche, c'est-à-dire d'avoir une approche globale de l'aliment et de l'alimentation. Donc, je vais vous présenter d'abord l'approche globale de l'aliment, c'est-à-dire l'effet matrice, et l'approche globale de l'alimentation avec la règle des 3V. Alors, pour contextualiser, je voulais vous montrer, pour que vous compreniez bien, comment on est passé finalement de l'alimentation qui est un acte holistique, donc qui vient du grec holos, qui veut dire entier, multidimensionnel, à une alimentation ultra réductionniste et quantitative. Donc, au début, l'alimentation est un acte multidimensionnel qui implique le partage, l'humain, le plaisir, la santé environnementale, le bien-être animal, la socio-économie, les traditions culinaires, les croyances. Donc, on avait un acte qui était d'abord qualitatif et holistique, qui est l'essence même de l'alimentation. C'est d'abord une discipline holistique, avant d'être une discipline réductionniste. Et ensuite, il y a à peu près 1 siècle et demi, il y a eu la science de la nutrition qui a démarré, qui a appliqué des méthodologies de la science physique, donc très réductionnistes, pour étudier les nutriments et déconstruire l'aliment. Et donc, on a découvert tous les nutriments de l'aliment. Donc, c'est une étape nécessaire et qu'il faut continuer à faire. Donc, on a caractérisé les nutriments, les besoins nutritionnels. Mais vous voyez déjà qu'on a réduit l'acte alimentaire à la science des nutriments. Et on a séparé les différentes disciplines. Donc, certains s'occupent de la sociologie de l'alimentation, d'autres s'occupent de l'impact environnemental, etc. Ensuite, on est passé de la nutrition, après-guerre, aux aliments ultra-transformés, où là, on déconstruit encore 3 dimensions, c'est-à-dire on supprime 3 nouvelles dimensions. Donc, vous voyez, on réduit de plus en plus. Et les aliments ultra-transformés, on déconstruit la matrice de l'aliment, on déconstruit l'acte du partage alimentaire, car ce sont des aliments qui se consomment plutôt de manière isolée, en général, même évidemment s'il y a des exceptions. Et puis, on déconstruit l'acte de cuisiner, puisque ce sont des aliments prêts à consommer. On est passé au repas en poudre il y a peu, et là, on supprime encore une nouvelle dimension, qui est la mastication. Et ensuite, si on laisse le réductionnisme à l'œuvre, je parlerai plutôt d'ultra-réductionnisme, parce que le réductionnisme est nécessaire, eh bien, en 2100, peut-être on mangera des gélules. Mais vous comprenez bien qu'une gélule, c'est vraiment réduire l'alimentation à une somme de nutriments. Et donc, on est passé progressivement de la slow à la fast-food, c'est-à-dire d'une alimentation partagée qui demande du temps, à un aliment qu'on peut consommer en 5 minutes devant un écran. Alors évidemment, c'est très rentable pour le milieu de l'entreprise, et c'est pour ça que la fast-food vient des pays anglo-saxons, pour qui manger est d'abord fonctionnel et n'a pas la même multidimensionnalité que dans nos pays, notamment européens et latins. Donc, l'holisme est plutôt associé à la slow food et le réductionnisme à la fast food. Enfin, pour terminer la contextualisation, donc nous avons publié ce schéma en 2018 pour redéfinir le potentiel santé de l'aliment à la lumière des nouvelles données scientifiques. Ce schéma, pour moi, est très, très important car il a des conséquences énormes à la fois pour la santé, la société et même la planète. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a privilégié l'approche composition, donc ce que j'appelle l'approche réductionniste, et on s'est focalisé sur l'effet composition des aliments. Dans tous les cursus éducatifs, après le bac, en nutrition, on se focalise beaucoup sur les nutriments. École d'ingénieur, école de diététique, médecine, etc. Alors, cette fraction, on l'a appelée la fraction réductionniste et quantitative. Donc, cette fraction est intéressante car elle permet de lutter contre les maladies de déficience, de définir les besoins nutritionnels, d'identifier des facteurs antinutritionnels, etc., etc. Mais il faut la combiner aujourd'hui, à la lumière des résultats qu'on a sur l'effet matrice des aliments, à l'effet matrice. La matrice, c'est le résultat de l'interaction des constituants entre eux. Donc, c'est ce qui les lie entre eux pour donner une matrice alimentaire, une structure, une architecture tridimensionnelle. Nous l'avons appelée la fraction holistique et qualitative. Et j'ai coutume de dire, la matrice ordonne et les nutriments obéissent. C'est-à-dire que les nutriments, sans les liens et la matrice,
ne sont rien. C'est vraiment la matrice qui va c'est la matrice qui gouverne d'abord le potentiel santé des nutriments. Et l'hypothèse que l'on postule en tant que chercheur, que je postule, c'est que les maladies chroniques ont d'abord beaucoup plus à voir avec la dégradation extrême des matrices, liée à l'ultra-réductionnisme et à leur artificialisation, qui nous pousse à consommer plus que de raison, sucre, sel, gras, additifs et autres xénobiotiques. Mais la cause première, il faut la chercher dans la matrice, car elle agit sur la mastication, la satiété, la vitesse de transit digestif, la sécrétion des hormones, la bioaccessibilité, l'index glycémique, l'anabolisme protéique, la synergie d'action des composés. Et l'erreur qu'on tend à faire dans le monde, malheureusement, c'est qu'on se focalise sur les effets. C'est-à-dire, on constate qu'on consomme trop de sucre, sel, gras et additifs, et on développe des outils de santé publique pour réduire cela. Mais il faudrait se focaliser d'abord sur la cause de manière holistique, en préventif, puisque c'est bien des matrices dégradées et artificialisées, notamment les ultra-transformées, qui nous poussent à consommer plus que de raison. Et donc, pourquoi la transformation est-elle importante? Donc, cette dimension émergente dans la relation alimentation-santé globale, parce que la transformation agit d'abord sur la matrice. Et quand la matrice est modifiée, l'effet composition, en termes d'effet et non de cause, est modifié. Donc, en termes de santé publique, il est important de se focaliser sur la matrice d'abord et donc la transformation. Et donc, en conséquence, vous avez compris que selon l'environnement matriciel des nutriments, eh bien, une calorie, un nutriment d'un aliment A n'est absolument pas égal en termes de santé à une calorie, un nutriment d'un aliment B. 500 kilocalories de soda n'ont rien à voir avec 500 kilocalories d'un plat de lentilles. En vertu de l'environnement matriciel, la calorie et le nutriment ne s'expriment pas de la même manière selon sa matrice. Et donc, les conséquences sont importantes. Vous pouvez remplir vos besoins nutritionnels et tomber malade chronique si l'environnement matriciel de la calorie et des nutriments est de mauvaise qualité. Donc, un nutriment dans un complément, un micronutriment, ça n'est pas la même chose que ce nutriment dans sa matrice d'origine alimentaire qui peut agir en synergie. Donc, les conséquences, vous voyez, sont très importantes et on est face à un changement de paradigme. Alors, je vais passer à l'approche plus holistique de l'aliment, donc c'est-à-dire considérer l'effet matrice, c'est-à-dire la complexité de l'aliment. Et vous allez voir que le paradigme qui sous-tend l'ultra-transformation est avant tout une dégradation excessive des matrices alimentaires, plus qu'un problème de composition en termes de cause originelle, pas en termes d'effet, en termes de cause. Petit historique de la transformation des aliments pour que vous compreniez bien d'où vient le mot ultra. Il n'est pas là par hasard. Donc, il y a plus d'1 million d'années, on est passé du cru au cuit. Donc, on mange transformé depuis plus d'1 million d'années. Donc, le problème n'est pas la transformation, mais comme on va le voir, c'est le degré. Et donc, la question que les chercheurs se posent, finalement, c'est quel est le degré qui n'est plus acceptable pour la santé humaine ou quel est le degré de transformation qui reste acceptable pour la santé humaine, car on transforme les aliments de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Deuxième grande transition, on passe des chasseurs-cueilleurs aux agriculteurs-éleveurs, du paléolithique au néolithique, et on consomme massivement céréales, produits laitiers et viande d'élevage, qui sont 3 aliments que l'on peut consommer que si on est sédentaire. Troisième grande transition, l'invention de la machine à vapeur en Angleterre, au Royaume-Uni, et apparition des conserves, le premier aliment industriel. Donc, vous voyez qu'on mange industriel depuis environ plus de 2 siècles, puisque la première conserve, je crois, est apparue au début des années 1800, 1803, 1805, avec Nicolas Appert et l'apertisation. La conserve étant très pratique pour accompagner les marins, mais aussi les soldats, car à l'époque, on aimait bien faire la guerre, entre guillemets. Et quatrième transition, qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on va passer progressivement après-guerre à l'ultra-transformation. Il est quand même intéressant de constater, même si ce n'est pas une causalité, c'est plutôt une concomitance, une corrélation, une association, que partout où ces aliments ultra-transformés pénètrent le marché et la société, on voit apparaître en parallèle une explosion des principales maladies chroniques, notamment obésité, diabète de type 2 et stéatose hépatique, c'est-à-dire foie gras humain ou maladie du soda ou de la malbouffe, et une stagnation de l'espérance de vie en bonne santé. Donc, cette concomitance doit quand même interroger, car partout dans les pays émergents et en développement où ces aliments pénètrent, eh bien, parallèlement, l'obésité et le diabète augmentent. Et enfin, on est dans une 5e transition qui est l'objet de nos 2 conférences aujourd'hui. On est vraiment au tout début, qui serait une transition vers une alimentation holistique, durable, protectrice de la santé et de la planète. Alors, d'où vient ultra transformé? Je vais faire bref parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Il faut bien comprendre que la classification NOVA est une classification qu'on appelle empirique et inductive, c'est-à-dire qu'on part du réel
Et à partir des données du réel, de la réalité dans vos cuisines, on élabore une nouvelle classification, au même titre qu'on a classé les minéraux, les animaux, les planètes, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle une approche empirico-inductive. Et donc, c'est ce qu'ont fait les Brésiliens Montero en tête en 2009 et 2010. Ils se sont dit tout simplement, est-ce qu'on peut reclasser les aliments différemment en observant les cuisines, parce qu'il semblerait que le lien avec la transformation des aliments et la santé soit beaucoup plus prégnant que la seule composition. Je ne dis pas que la composition ne compte pas, mais elle n'est pas suffisante pour la santé, car on peut remplir ses besoins nutritionnels et tomber malade chronique. Ça, c'est très important à comprendre. On peut l'observer déjà sur la planète. Et donc, ils ont observé qu'il y avait d'abord le groupe 1 des aliments peu pas transformés, les aliments bruts, ou qu'on peut découper, peler, etc. Ce sont par exemple les fruits dans votre panier à fruits. Les ingrédients culinaires dans les placards, qui ne se mangent pas tels quels, qui sont extraits de la nature, ou des aliments bruts comme le sucre, le sel, le poivre, le miel, la crème, le beurre, les huiles, etc. Et enfin, quand on met les ingrédients culinaires dans le groupe 1, on a des aliments transformés. C'est le plat que vous allez faire ce soir, quand vous allez dans des restaurants de qualité, les plats des terroirs, mais c'est aussi un tiers des aliments industriels. C'est les fromages, le pain, qui sont des aliments normalement transformés, mais qui peuvent être ultra transformés si on rajoute des marqueurs d'ultra transformation. Et enfin, un quatrième groupe, qui est finalement les aliments du groupe 3, mais avec des listes d'ingrédients qui sont souvent 2 à 3 fois plus longues que ce que vous pouvez faire en cuisine, et qui correspondent souvent à une mondialisation des aliments du groupe 3. Et ils ont appelé ces ingrédients qu'on ne trouve pas en cuisine des ingrédients et additifs purifiés de type cosmétique pour modifier goût, couleur, arôme et texture. En 2014, c'est une petite révolution, car on n'avait pas l'habitude de classer les aliments selon le degré de transformation. C'est vraiment une vraie révolution dans le monde de l'alimentation et de la nutrition. Le guide brésilien, pour moi, c'est vraiment ce type de guide qu'il faudrait faire dans tous les pays, car il y a une approche très holistique et qualitative, et non pas réductionniste et quantitative. Pourquoi? Parce qu'il ne parle que très peu de nutriments dans ce guide, pratiquement très très peu, vous pourrez le lire, il est disponible en anglais sur Internet. Il parle comment choisir ses aliments, le degré de transformation, manger en groupe, cuisiner, manger dans des lieux appropriés, etc. Et vous voyez qu'ils ont supprimé les pyramides classiques alimentaires, qu'ils ont remplacées par des pyramides technologiques. Si l'on prend par exemple le poisson, un poisson frais, frit, sans rien ajouter, peut pas transformer. Des sardines à l'huile apertisées avec de l'huile et du sel ajouté, donc des ingrédients culinaires, sont transformés. Vous voyez qu'à ces deux premiers niveaux, dans les aliments peu pas transformés et transformés, on reconnaît toujours l'aliment d'origine. Et enfin, les nuggets de poisson, qui sont un broyat de poisson, souvent avec les parties les moins nobles, et qui sont enrobés, auxquels on additionne de nombreux marqueurs d'ultra-transformation pour diminuer le coût, car ces marqueurs d'ultra-transformation sont évidemment moins chers que les ingrédients nobles. C'est ce qui permet d'abaisser le coût. Et vous voyez qu'on ne reconnaît plus le poisson d'origine dans le troisième groupe. Donc, vous pouvez faire l'exercice pour tous les aliments. Donc voilà, si on veut classer les aliments, c'est finalement assez simple et c'est très lié aux transitions nutritionnelles que je vous ai présentées. Vous avez les non transformés et les transformés. Donc, on mange essentiellement transformés. Dans les transformés, vous avez ceux d'origine industrielle et non industrielle. Et dans les industriels, vous avez un tiers de non ultra transformés, 2 tiers d'ultra transformés. Et dans les ultra transformés, vous n'avez pas seulement la junk food ou la malbouffe, mais vous avez, c'est pour ça que le concept est beaucoup plus large que la malbouffe et beaucoup plus intéressant car il démasque les tromperies. C'est-à-dire qu'il démasque des produits qui se présentent indirectement bons pour la santé, qui ne le sont pas toujours, comme des produits sans gluten, bio, vegan, allégés ou des plats industriels. Et le premier aliment ultra transformé que l'on consomme, pour beaucoup d'entre nous, ce sont les laits infantiles. Alors, l'idée, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas en consommer, c'est surtout de dire que le vrai aliment correspondant, c'est le lait maternel qui est promu par l'OMS au niveau mondial. Et beaucoup d'études montrent les bienfaits du lait maternel. Alors, les études sont très, très nombreuses, mais ce serait l'objet d'une autre présentation. Alors, le temps passe plus vite que prévu. Là, j'ai schématisé un aliment ultra transformé. Donc, pour faire simple, vous voyez, on déconstruit des aliments bruts, mais on va beaucoup plus loin que le raffinage. D'où le mot ultra. On craque, on fractionne pour purifier, extraire et modifier par voie enzymatique ou chimique les constituants élémentaires de l'aliment qui sont ensuite recombinés avec moult agents cosmétiques qui sont des additifs, des ingrédients ultra transformés, des arômes. Et on peut aussi les ajouter dans des plats préparés où il y a plus ou moins de vrais aliments. Donc, pour définir ce que c'est que l'ultra-transformation, c'est
ces aliments sont caractérisés dans leur formulation par l'ajout d'ingrédients et ou additifs cosmétiques à usage principalement industriel, donc apparus après-guerre dans les années 50, et ayant subi un procédé de transformation excessif, d'où ultra pour imiter, exacerber, masquer ou restaurer des propriétés sensorielles perdues. Arômes, texture, goût et couleur. Donc la conservation n'entre pas dans la définition d'ultra transformé. Mais il peut aussi s'agir de procédés dénaturants appliqués directement à l'aliment, comme la cuisson-extrusion et le soufflage. Et vous voyez que dans tous ces traitements, cracking, cuisson-extrusion, soufflage ou même synthèse chimique et enzymatique, on a une dégradation extrême de la matrice, voire plus du tout de matrice alimentaire. Les grandes caractéristiques de ces aliments, eh bien, au-delà de 5 ingrédients, on l'a calculé sur plus de 25 000 aliments industriels, étiquetés, emballés, vous avez plus de 75% de chances que l'aliment soit ultra transformé. Vous allez pouvoir aussi trouver des emballages très colorés, des personnages de l'univers des enfants, un marketing souvent agressif pour les enfants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils sont souvent additionnés des 3 nutriments qui sont les plus addictifs, entre guillemets, sucre, sel et gras. À ce jour, on approche des 70 études épidémiologiques. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais il faut aussi inclure toutes les études sur les sodas qui sont… Parce que si vous voulez, il est important de considérer qu'avant qu'on les appelle ultra transformés, ça n'empêche pas qu'ils existaient avant, même si on ne les avait pas nommés tels quels. Donc, avant Nova, il y avait aussi des études sur les aliments ultra transformés. Si vous voulez, la loi de la gravité, avant que Newton la caractérise, ça n'empêchait pas qu'elle existait avant. Donc, on montre des risques accrus quand on compare les gros et les petits consommateurs d'obésité, hypertension, diabète de type 2, foie gras humain, stéatose hépatique, syndrome de l'intestin irritable, maladie cardiovasculaire, dépression, cancer totaux, mortalité, altération de l'ADN, fonction rénale, hyperactivité, etc. Donc, il y a quand même une convergence très forte et aucune étude ne se contredit. Alors, je n'ai pas trop le temps parce que c'est vrai que c'est très court, finalement 25 minutes, mais cette étude d'intervention est très intéressante car ils ont donné à 20 sujets un régime en bleu ultra transformé et en rouge non ultra transformé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont donné au départ, les 2 régimes étaient en composition identique en calories, glucides, lipides, protéines, sucre, sodium et fibres. Donc ça veut dire que les effets mesurés vont pouvoir s'affranchir de la fraction composition de l'aliment et on va sans doute pouvoir se focaliser sur la fraction matricielle pour observer les effets, puisque ce sont 2 régimes, toutes à composition égale par ailleurs. Et ils observent qu'en 2 semaines, en bleu, avec ultra transformé, les gens consomment 20% de calories en plus sous forme de lipides, de gras et de sucre. Et on voit bien qu'ici, il y a quelque chose dans la matrice qui fait qu'on a tendance à en consommer plus. Et effectivement, ils ont mesuré qu'en 1 minute, en bleu, ils consomment 56% de calories en plus, ce qui est énorme. Et c'est sans doute lié à des matrices plus friables, plus liquides, plus molles, plus visqueuses, qui se mastiquent moins et qu'on mange plus vite. Et l'hyperattractivité des matrices peut aussi nous pousser à en consommer plus. Ces résultats ont été confirmés en 2020 sur 327 aliments de 5 études qui ont été synthétisées, où vous voyez que dans les ultra-transformés, on consomme en 1 minute 69 kilocalories et 35 avec les peu ou pas transformés, entre Nova 1 et Nova 4. Donc 100% de calories en plus. Donc c'est quand même énorme. Alors évidemment, l'effet de consommer plus par minute, effectivement, c'est un excès de sucre, sel et gras et d'additifs. Mais la cause première est bien à rechercher ailleurs, dans la matrice. Donc ça, je l'ai dit. Alors, quelques chiffres à retenir. En France, on est à peu près à 35% de calories ultra transformées par jour, c'est-à-dire un tiers chez les adultes, et près de 50% chez les enfants. Donc, dans tous les pays où ça a été mesuré, les enfants en consomment plus. Dans les grandes et moyennes surfaces, incluant le frais et le vrac, c'est 1 aliment sur 2. Et si on prend que les aliments étiquetés, emballés, industriels, c'est 2 aliments sur 3. Et en magasin bio, c'est 27% du caddie alimentaire, c'est-à-dire 1 aliment sur 4, donc 2 fois moins qu'en grande et moyenne surface conventionnelle. On parlait de la Covid. J'ai fait ce petit exercice. Alors, j'ai pu collecter les données, ça demandait un petit peu de temps, mais je trouve que le résultat en vaut la chandelle, puisque j'ai calculé le taux de mortalité des 35 pays les plus touchés, c'est-à-dire le nombre de morts par la Covid rapporté à la population, que j'ai corrélé à la vente des aliments ultra transformés dans ces pays. Et on constate quand même une corrélation très, très forte. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont en jeu, comme les politiques de prise en charge de la maladie, etc. Mais on voit bien qu'un des premiers gestes barrières à faire, enfin, un des premiers, on pourrait rajouter un nouveau geste barrière pour le long terme, c'est mieux manger et réduire les aliments ultra transformés. Car ils ont été associés à l'hypertension, au diabète, aux maladies cardiovasculaires et
hypertension, diabète et obésité, qui sont 4 facteurs des comorbidités qui augmentent fortement la létalité du virus. Je n'ai pas trop le temps de parler de SIGA parce que je suis un peu bavard et ça va plus vite que prévu, mais l'application SIGA reprend Nova et elle est gratuite, téléchargeable, on ne vous demande rien, aucune information est demandée et vous permettra de détecter avec le code barre si l'aliment est ultra transformé ou pas. Et s'il est ultra transformé, l'application vous donne le nombre de marqueurs d'ultra transformation. Je vais finir par la règle des 3V. Donc, si vous voulez, la règle des 3V est basée sur une observation un peu comme Nova, très empirique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, alors on le savait déjà avant nous, que Michel en a parlé, le ratio produits animaux sur végétaux est important dans la relation alimentation-santé globale, c'est-à-dire humaine et planétaire. On sait que varier aussi est important, c'est connu depuis la nuit des temps. On sait que la diversité alimentaire est importante pour lutter contre les déficiences. Mais on s'est rendu compte aussi que les aliments ultra-transformés, comme je vous l'ai montré, sont à risque pour la santé, mais aussi, dans un papier qu'on a publié l'année dernière, sont à risque pour l'environnement et les systèmes alimentaires. Donc, je n'ai pas le temps de détailler, mais je vous enverrai le PowerPoint. Ces aliments menacent notamment la sécurité environnementale et la sécurité nutritionnelle et santé, et aussi les traditions culinaires, les inégalités sociales, car les plus pauvres consomment le plus ces aliments. Et aussi le repas en groupe, car ces aliments fractionnés sont de manière assez intéressante associés à une vie sociale fragmentée. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est rassembler les pièces du puzzle et on s'est demandé comment on pouvait caractériser le plus simplement possible, le plus holistiquement possible, tout en étant robuste et scientifique, la relation alimentation-santé globale. Et donc, nous avons réuni ces 3 dimensions dans la règle des 3V, végétal, vrai, varié, donc qui est une approche très inductive, très holistique. Et cette règle, vous pouvez imaginer un espace à 3 dimensions. Donc, ce sont des règles génériques, ce n'est même pas un régime, puisqu'elles ont été aussi élaborées à partir de 16 régimes sur la planète. Vous imaginez un espace à 3 dimensions où vous pouvez situer tous les régimes de la planète, régionaux, nationaux, européens, méditerranéens, okinawa, dans cet espace à 3 dimensions. Et selon le curseur, plus on se rapproche de 85% de calories végétales, 85% de vrais aliments, c'est-à-dire 15% maximum d'ultra transformés, plus on tend vers cet optimum médian, plus le régime va être protecteur pour la santé globale. Et des calculs collaboratifs au niveau mondial par des grandes expertises qui sont publiées dans The Lancet ont montré qu'en tendant vers ce type de régime, même s'il ne l'appelle pas 3V dans cet article, mais qui est un régime riche en produits végétaux, pas trop transformés et variés, on pourrait prévenir quand même 11 millions de décès prématurés par an, c'est-à-dire un décès sur 5 prématuré. Donc l'enjeu est quand même très important. Et pourquoi ces règles sont robustes? Parce que quand on en supprime une, ça ne marche plus pour la santé globale. Si vous faites végétal vrai monotone, la monotonie est liée à des déficiences ou des carences et ne stimule pas la biodiversité et la polyculture. Si on fait végétal ultra transformé varié comme certains véganes ou végétariens, vous avez vu que l'ultra transformé n'est pas meilleur pour la santé et la planète. Donc c'est bien de végétaliser, mais si on oublie la dimension transformation, il manque quelque chose. Donc il faut végétaliser, mais végétaliser avec des vrais aliments. Et si vous faites animal vrai varié, je crois que Michel a bien démontré que ça n'est pas viable pour la planète et même pour la santé. Il y a des maladies qui sont associées à un risque accru de produits animaux, comme le diabète de type 2, certaines maladies cardiovasculaires et le cancer colorectal. Donc là, vous avez une assiette 3V avec 15% de produits animaux, c'est-à-dire 3 portions de produits animaux par jour maximum, c'est-à-dire une par repas. Et donc, pour conclure, certains disent qu'il y a beaucoup d'index et qu'il y en a trop, que c'est confusant pour le consommateur. Je pense que ce n'est pas le nombre d'index qui est confusant pour le consommateur, mais plutôt l'absence de hiérarchisation. Donc, sur la base de mes travaux, que aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de détailler, mais de nombreux travaux sur l'holisme et le réductionnisme dans la chaîne alimentaire, nous sommes arrivés à la conclusion avec un collègue qu'il faut aller du global au spécifique, c'est-à-dire de l'holisme vers le réductionnisme. Et donc, la première question à se poser, c'est quelle est la qualité globale de mon régime? Nous l'avons défini comme un régime qui doit respecter la règle des 3V, c'est-à-dire les 3 dimensions en même temps, et ne pas en négliger une des 3, car sinon ça ne marche plus. Sauf qu'on achète des aliments. Et donc, comme on achète des aliments, c'est sans doute le vrai qui est le plus compliqué. Tout le monde sait ce que c'est qu'un produit animal et végétal et ce que veut dire varié. Par contre, le vrai est compliqué, car voilà, avec les listes d'ingrédients, ce n'est pas évident pour tout un chacun de détecter un aliment ultra transformé. Donc, je pense que les scores aujourd'hui les plus vertueux
pour la planète et la santé, c'est-à-dire plutôt que vertueux, qui est un peu moraliste, je dirais plutôt les plus impactants, les plus globaux, les plus holistiques, c'est Nova et SIGA. Car si vous voulez réduire les ultra-transformés, c'est avoir un impact sur votre santé, mais aussi la planète. Et on pourrait s'arrêter là, car ce niveau qui est connecté au réel, au niveau des aliments et des régimes, est suffisant pour savoir bien manger. Et vous voyez que je ne parle ni de nutriments, ni d'aliments en particulier. On est vraiment sur des règles très génériques. Et ensuite, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ou qui veulent perfectionner, ou qui sont plus au fait de leur alimentation, on peut s'intéresser au niveau inférieur, qui est celui des nutriments, avec des indices plus spécifiques, comme les scores de composition, l'index glycémique, l'équilibre acido-basique, le raffinage, les traitements thermiques, etc. Mais vous voyez que si vous commencez à choisir vos aliments par le bas, c'est-à-dire seulement par les nutriments, ça ne va plus marcher pour la santé globale, car on sait par exemple dans les scores de composition qui sont utilisés dans le monde, ça a été montré avec le Health Star Rating, le Traffic Light et aussi le Nutri-Score, que plus d'un aliment sur deux industriel bien noté est ultra transformé. Donc ça ne marche pas. Par contre, dans l'autre sens, si vous séparez d'abord les ultras des non-ultras, eh bien, après, si vous regardez la composition, mais seulement après, ça marche. Donc en conclusion, l'originalité de ce travail, ça a été de réunir les trois dimensions et de reconstituer le puzzle. Trois dimensions génériques qui gouvernent la relation alimentation-santé. Alors évidemment, ces règles génériques ne sont pas dogmatiques. On peut les adapter selon les conditions régionales, les traditions culinaires, les conditions climatiques, agronomiques, etc. Par exemple, on peut très bien faire un régime 3V auvergnat qui prenne en compte la viande de mouton, les lentilles, pourquoi pas du blé ou des fromages, etc. Je pense que c'est une règle que tout le monde peut s'approprier au quotidien et qui peut constituer un levier pour les décideurs et les politiques agricoles et alimentaires, car elles indiquent des directions qui semblent bénéfiques à la santé globale. Michel aussi en a parlé tout à l'heure. Le système le mieux adapté à cette règle des 3V, qui est une règle flexitarienne, c'est le système de polyculture élevage plutôt extensif dans le cadre d'exploitation de petite et moyenne taille. Enfin, les maladies chroniques que moi je qualifie plutôt d'industrialisation, car elles sont bien liées à l'industrialisation, ont notamment pour fondement donc l'approche ultra-réductionniste. Pour lutter contre les maladies chroniques, et ça je pense qu'en tant que diététicien c'est important, il ne faut plus mettre d'abord l'accent sur la composition, car on peut manger équilibré et tomber malade chronique, mais sur l'effet matrice de l'aliment. Donc c'est vraiment un changement de paradigme très important. La technologie devrait être au service de l'aliment et non l'inverse. Or, avec les ultra-transformés, on assiste à une financiarisation de l'alimentation et un aliment qui s'est mis au service de la technologie pour des gains de temps et d'argent. Et pour conclure, je poserai une question et je sors un peu de mon rôle de chercheur, c'est est-ce qu'en détruisant l'harmonie des aliments via les AUT, les ultra-transformés, n'avons-nous pas participé à détruire notre harmonie, à savoir la santé? C'est-à-dire en fait qu'en déstructurant et en coupant les liens au sein de l'aliment, eh bien, on a abîmé la santé. Donc, on voit bien qu'à la réponse, quel est le degré de transformation qui n'est plus acceptable pour la santé humaine, il semblerait, même si d'autres études sont nécessaires, que ce degré de transformation qui n'est plus acceptable, c'est de fractionner à l'extrême l'aliment et de dégrader et d'artificialiser les matrices alimentaires. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations. Alors, on n'a pas de questions parce qu'en fait, ça a été très clair, assez concis et très riche, mais de manière compréhensible. Donc, en tout cas, c'est ce que les gens nous disent, c'est que ça a été très intéressant. Donc, je vous invite, pour les internautes qui nous suivent, à participer au quiz que nous avons créé grâce à toutes les informations que vous avez données aujourd'hui. Donc, comment se faire? Vous vous connectez à Quizzes en tapant simplement le nom dans la barre de recherche. Vous rentrez le code et puis c'est parti. Je rappelle qu'il y a des lots à gagner. J'espère que vous avez bien suivi. Oui, alors je voulais préciser pour ceux qui veulent, s'il y en a qui ont des questions après coup, n'hésitez pas à m'écrire, je répondrai à tous les mails. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'écrire directement si vous voulez le diaporama à anthony.fardet@inrae.fr. Et puis sinon, j'ai un blog personnel où je compile toutes les infos. J'ai sélectionné des conférences et des articles à télécharger pour ceux aussi qui veulent approfondir certains points. Donc, je suis totalement disponible pour ceux qui le souhaitent.
Ah, moi aussi. Et je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Thomas, ou Edith, qui demande si on pourra avoir les diaporamas. Bon, je propose qu'on l'envoie aux organisateurs. Et puis après, vous pouvez leur diffuser, je ne sais pas. Enfin, moi, je vais l'envoyer à l'organisateur. Mais après, ça n'empêche pas à chacun d'entre vous de demander, de répondre à des questions. Merci beaucoup, on le fera. Ben, merci de votre confiance. Il y avait... Voilà. Bon, ben, Michel, à bientôt. À bientôt, ouais, Anthony. Bon week-end. Ouais. Si vous n'êtes pas resté durant ce quiz, que je comprendrai, si vous voulez, voilà, vous pouvez quitter la conférence. Merci encore pour votre présence. Merci pour ce temps d'échange qui a été bien riche, hein, comme je l'ai dit. Nous n'hésiterons pas à vous recontacter les prochaines années, éventuellement pour d'autres conférences, autre chose, et on l'espère en présentiel, peut-être un jour. Merci encore. Donc, je rappelle à tous ceux qui nous suivent avec le lien Zoom, vous ouvrez une page sur Internet, vous tapez Quizzes et vous avez juste à rentrer le numéro qui s'affiche ici et à rentrer un petit pseudo, ce que vous voulez, un petit emoji ou votre prénom. Voilà, donc pour l'instant nous sommes 8. On va attendre encore un tout petit peu le temps que d'autres personnes se connectent. Donc pour les lots, parce que je vous ai dit qu'il y en avait, mais pas exactement de quoi il s'agissait, il s'agit de repas offerts par Vego. Donc Vego, qui est une entreprise qui promet une alimentation végétale essentiellement et surtout de qualité. Donc ça se trouve à Montpellier. Donc c'est surtout du coup, pour les personnes qui vivent à Montpellier, mais si vous gagnez et que vous ne vivez pas à Montpellier, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours l'offrir.
Félicitations à Carole et à Marina qui remportent chacune un repas pour deux. Tu vas préparer quelque chose ce midi ou on fait quoi? Et une séance de cuisine. On remercie encore une fois Michel Duruy et Anthony Fardet qui étaient présents aujourd'hui. Nous allons passer maintenant à une séance de sophrologie pour apprendre à manger en pleine conscience. Donc, si vous souhaitez rester durant cette conférence, durant cette animation, n'hésitez pas à rester et puis à suivre le programme tout au long de la journée. Merci. Ah, qu'est-ce que je